Donc je vais essayer de cibler, de cerner ce qui correspond le plus à l'objet de ce colloque-ci, comment Malraux est devenu un homme engagé en politique. Avant que se développent dans la pensée et dans l'action d'André Malraux les thèmes dont on a parlé ce matin, il y a un commencement. Et je pourrais dire, au commencement était l'Indochine. Tout ce qui va suivre, de 1925 jusqu'à sa mort, dans les rapports de Malraux à la politique, trouve son origine première dans les 22 mois passés en Indochine. Il y a dans la vie de Malraux un avant et un après l'Indochine. Avant, rien. Malraux, qui a 20 ans, est plus soucieux d'affirmer sa personnalité dans les milieux intellectuels et d'affirmer ce que Brincourt a appelé son intelligence dévorante. Il est plus soucieux de cela que de s'interroger sur la condition humaine. En 1921, Malraux ne s'intéresse pas à la politique. Pour reprendre ses propres termes, avant, c'était l'indifférence. Fin de citation. Quand il n'est pas dans les salons où il impressionne un Max Jacob ou un André Gide, Malraux passe ses journées au musée Guimet. Il mène, de son propre aveu, une vie de dandy dilettante. Il ne s'intéresse à aucun des bouleversements qui agitent le monde en cette immédiate après-guerre. Au congrès de Tours, en 1920, le congrès de la CFIO, un Vietnamien du nom de Nguyen Anh Coc, qui deviendra Ho Chi Minh, dénonce la colonisation et déclare, je cite, « Non seulement nous sommes honteusement opprimés et exploités, mais encore affreusement martyrisés et emprisonnés. » En 1922, Staline succède à Lénine, Mussolini prend le pouvoir en Italie, Walter Rathenau, un juif ministre allemand des Affaires étrangères, est assassiné par l'extrême droite, l'Égypte devient indépendante, la Palestine passe sous mandat britannique, un an plus tard, Miguel Primo de Rivera instaure en Espagne une dictature militaire. Rien de tout cela n'intéresse, ne retient l'attention d'André Malraux. Ce ne sont donc pas des révolutionnaires qui vont s'embarquer à Marseille sur un bateau qui s'appelle l'Ancor le 13 octobre 1923. Ils partent pour l'Indochine, à la fois fascinés par les beautés de l'art oriental et par le besoin de se refaire une fortune. Très vite, à bord, Clara et André découvrent un monde qui leur était totalement inconnu, la société coloniale. Ils croisent des banquiers, des fonctionnaires, des militaires, des missionnaires, des colons. Jean Lacouture, dans le livre que Janine a cité ce matin, le rappelle, l'Indochine commençait à Marseille et ce qu'il trouvait à bord, c'était déjà la société coloniale avec ses stratifications et ses tabous, son racisme moite et son aigre snobisme. Le contact fut mauvais et ne pouvait manquer de l'être. Fin de citation. Léon Werth, c'est un journaliste qui deviendra un ami de Malraux, qui fit 2 ans plus tard le voyage vers l'Indochine, observa lui aussi, et je cite, que les Européens qui considèrent que les Anamites ont une âme sont l'exception. Il confirma ce que les Malraux ont dû ressentir, c'est un vilain spectacle que de voir la morgue coloniale à bord des paquebots s'amplifier de Marseille aux escales. Quand le bateau fait précisément escale à Djibouti, capitale administrative de la Somalie française, le couple est frappé par le contraste violent entre les quartiers européens et la ville indigène. On en trouve une trace dans les premières lignes de la voie royale. Lorsqu'il y a tout juste 100 ans, Clara et André Malraux débarquent en Indochine, 20 000 Européens disposent de la vie de 17 millions d'indigènes. Nous sommes à l'apogée du colonialisme, de l'exploitation intensive des colonisés et des ressources de leur pays. Colons, hommes d'affaires et administration coloniale traitent les indigènes comme des sous-hommes exploitables jusqu'à ce que mort s'en suive. Les Laotiens, les Cambodgiens, les Vietnamiens sont au sens où les nazis utilisaient ce terme des Untermenschen. D'ailleurs, signe de la négation de leur identité et de leur spécificité,
dont les 3 peuples colonisés sont victimes. Par les Français, ils sont tous appelés des Anamites. Je ne vais pas refaire le récit, très largement connu, des péripéties de l'expédition de Bante Asreï, sauf pour en rappeler les conséquences qui ont favorisé le lent éveil de Malraux aux réalités de la condition humaine. Une instruction et un procès qui contraignent Malraux à séjourner pendant 7 mois au Cambodge, ensuite un procès en appel à Saigon où il va résider pendant 3 mois, et puis la décision qui découle de ce qui précède d'effectuer un second séjour. Mon propos aujourd'hui est de relever tout ce qui, au cours des 22 mois de ce que Walter Langlois a appelé une aventure indochinoise, a contribué à éveiller la conscience politique du jeune Malraux et les traces perceptibles de cet éveil progressif. Je voudrais d'ailleurs souligner que s'agissant de Malraux, parler de conscience politique me semble assez réducteur. Ce que le jeune Malraux va découvrir et qui va le frapper au point de devenir le combat de toute sa vie, c'est tout ce qui enlève à l'homme sa dignité, tout ce qui l'humilie, ou encore, pour reprendre les termes employés dans les voies du silence, tout ce qui l'écrase. La première confrontation de Malraux avec la colonisation sur le sol de l'Indochine va se produire pendant les 7 longs mois de l'instruction de son procès. Assigné à résidence dans l'hôtel Manolis, il n'a pas été en prison. À l'époque, l'hôtel Manolis, qui existe toujours, mais plus comme hôtel tout à fait en tout cas, c'était le 5 étoiles de Phnom Penh à l'époque. Assigné à résidence dans cet hôtel qui se trouve, bien entendu, dans le quartier européen de la capitale du Cambodge, Malraux est libre de se déplacer dans la capitale. Pour l'expédition de Bante Asreï, il avait recruté un guide, Nguyen Van Sa, comme son nom l'indique, un Vietnamien, qui vit à Phnom Penh avec une compagne khmer. Un lien de fidélité s'est établi entre les Malraux et Xa, parce que Malraux l'a recruté malgré les préventions que les colons manifestaient à son encontre. Xa sert de guide et d'interprète. Il conduit le couple lorsque Clara et André veulent se rendre à la très riche bibliothèque nationale pour emprunter les livres dont la lecture meuble les heures les plus chaudes de la journée. Et lorsqu'arrive enfin l'après-midi et le moment de sortir, c'est Xa qui franchit avec eux le pont des Nagas qui surplombe le canal, isolant le quartier européen de la ville indigène. Il y avait ce genre de protection. Franchir ce pont, c'est changer le monde. Le contraste est frappant. Ça n'a pas besoin de fournir de longues explications. La misère et l'indignité de la condition des indigènes sautent au visage. Les Malraux sont témoins de la morgue et de l'arrogance des colons et de la violence qui régit les rapports entre les Français et les autochtones. Clara nous a confirmé ce qu'ils ont ressenti. Et je voudrais dire que pour cette période indochinoise, Clara est un témoin capital. Parce que Malraux sera extrêmement discret, sauf à travers la voie royale et un peu dans les anti-mémoires. Mais le témoin essentiel, le témoin capital, c'est Clara. Et je la cite, « Comme nous en savons plus long qu'à notre départ d'Europe sur le monde colonial, presque malgré nous, nous avons découvert l'Asie humiliée. Chaque jour m'instruit d'injustice collective ou individuelle. J'ai assez erré dans les rues pour avoir ressenti la morgue d'occupants qu'affichent mes compatriotes. » Fin de citation. Malraux découvre aussi la perversité de la presse coloniale financée par l'administration. Parce que dès que fut connue son inculpation, cette presse s'est déchaînée contre lui. Il a été la victime d'une véritable campagne de diffamation, conduite par un journal dont le titre, un journal de Saigon, dont le titre était l'Impartial. On ne le présentait pas comme un écrivain, ni comme un archéologue amateur, mais comme un vulgaire pilleur de temples, assoiffé de profit, un anarchiste et parfois même
un bolchevique, l'appartenance de Malraux au milieu littéraire d'avant-garde, le situant, aux yeux de la presse coloniale, aux confins les plus extrêmes de la gauche. Toute la procédure judiciaire fut également un puissant révélateur de ce que la justice coloniale était vraiment très éloignée des principes fondamentaux en vigueur en France. Il faut se souvenir que Malraux était convaincu de ne pas avoir transgressé la loi protégeant les temples classés, puisque les ruines, et je peux vous dire, on a des photos de Banteas Rey 1 an après le passage de Malraux, mais rien n'a été modifié, les ruines ne figuraient pas dans l'inventaire des sites classés. Il s'agissait donc, comme disent les juristes, d'une res derelictae. Donc la bonne foi de Malraux était entière et il attendait le procès avec une très grande sérénité. Sérénité qui fut d'ailleurs confortée par l'attitude du juge d'instruction, M. Bartet. Celui-ci s'était très vite rendu compte du caractère infondé de l'accusation. Mais avant qu'il ait pu prendre une ordonnance de non-lieu, il a été remplacé. Clara, elle, a bénéficié d'un non-lieu, avec un argument qui a sûrement dû la faire sourire, puisque sa condition d'épouse, vu sa condition d'épouse, elle était tenue de suivre son mari là où il allait. Et donc elle était disculpée de ce fait. On peut imaginer que cet argument a dû la faire sourire. Mais Malraux et son ami Chevasson sont inculpés. Le procès qui débute le 16 juillet 1924 est, je cite, une suite ubuesque de partialité, de dysfonctionnement et de manquement à la loi. Malraux découvre le fossé entre la justice pratiquée par la République en métropole et ce qui, au nom de la République, est pratiqué en Indochine au service des privilégiés du système colonial. Car comme le rappelle André Brincourt, le trafic des œuvres d'art est toléré, très courant, au profit toutefois des autorités et des colons influents et protégés. Fin de citation. Le président du tribunal, le juge Jodin, s'employa à nier l'érudition peu commune de Malraux en matière d'archéologie, pourtant remarquée par la presse après son intervention. Il y a un journaliste qui a même écrit qu'il avait donné un véritable cours d'archéologie. Mais c'était un journaliste qui faisait exception. Dès cet instant, Malraux comprit qu'il était à la merci du parti pris hostile de ce juge, président du tribunal, un notable, complice des desseins d'une administration coloniale qui interdisait de traduire en langue locale des auteurs comme Montesquieu et Rousseau. Un faux témoignage parlant d'un télégramme chiffré envoyé par le ministère des colonies signalant l'accusé comme, je cite, un suspect à surveiller, fut retenu, mais le télégramme en question ne fut jamais versé au dossier, c'était un faux. Malraux découvrait que les valeurs qu'il plaçait au plus haut de liberté, d'égalité et de justice, proclamées urbi et orbi à Paris, étaient rejetées à Phnom Penh. Le public des colons, mis en condition par la presse, était venu nombreux assister à ce qu'il faut bien appeler une exécution judiciaire d'un pillard et d'un propagateur d'idées dangereuses. Il exprimait toute sa haine en traitant Malraux de juif, de boche. Comme l'observe Guy Talon, Malraux s'est rendu compte à la lecture des journaux qu'on ne le juge pas, je cite, pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est aux yeux de la colonie. Un trublion, un bohème, un anarchiste sans doute, un bolchéviste peut-être, en tout cas habitué à de douteuses fréquentations et de surcroît marié à une juive allemande. Fin de citation. Une fois connue la sentence, 3 ans de prison ferme pour Malraux, 18 mois pour Chevasson, les deux amis interjettent appel et se rendent à Saigon, où siège l'instance d'appel pour les procès tenus au Cambodge. Ainsi se termine ce qu'on peut appeler la première phase de l'éveil de Malraux aux réalités d'une colonisation qui signifie exploitation des humains et négation des droits proclamés en France. Arrivé à Saigon fin juillet 1924, Malraux et Chevasson passent 10 semaines à attendre le procès en appel qui est annoncé pour le 8 octobre. Ils observent
que la gravité de la peine prononcée à Phnom Penh a donné du retentissement à l'affaire et que la presse s'acharne de nouveau sur eux. L'Impartial exige, le journal qui conduit cette campagne de diffamation et d'insultes à l'égard de Malraux et de Chevasson, l'Impartial exige que la peine à prononcer en appel contre, je cite les deux vandales, soit exemplaire. Entre-temps, rentrée en France, Clara s'est démenée auprès des milieux littéraires, avec succès, puisque après un article d'André Breton intitulé « Pour André Malraux », publié le 16 août 1924 dans les Nouvelles littéraires, 23 des plus illustres signatures des lettres françaises lancent un appel à la clémence de la justice le 6 septembre 1924. À Saigon, comme l'écrira plus tard Clara Malraux, Malraux se rend compte qu'il a été victime des mêmes hommes qui exploitent la colonie à leur profit et redoutent les nouveaux venus dont les curiosités irrégulières pourraient, au besoin, s'exprimer dans les journaux. Ceux-là qui oppriment Annamites, Cambodgiens et Chinois. Fin de citation. Le Malraux qui attend son procès à Saigon n'est déjà plus le Malraux arrivé en Indochine 10 mois plus tôt. La métamorphose, pour reprendre un terme très malrussien, va se poursuivre au contact des nationalistes vietnamiens qu'il rencontre pendant ces semaines d'attente. Ceux-ci voient dans Malraux une sorte de symbole de l'injustice et de l'arbitraire dont eux-mêmes sont les victimes au quotidien. Pour la première fois de sa vie, Malraux rencontre des militants, des hommes qui s'engagent et qui payent le prix de leur engagement. Il est confronté aux réalités de la colonisation, ségrégation et exploitation forcenée des indigènes, arbitraire et répression des autorités françaises, toute puissance des colons, corruption. Blessé par ce qu'il a subi lui-même à Phnom Penh, il est indigné par ce qu'il entend à Saigon. L'esthète dilettante et indifférent aux réalités du monde s'efface peu à peu devant l'homme indigné, voire scandalisé. Le 8 octobre se tient le procès en appel, le jugement est prononcé le 28, la peine de Malraux est réduite à 1 an avec sursis, celle de Chevasson à 8 mois avec sursis. Nul doute que la pétition des intellectuels français a influencé le jugement de la cour d'appel. Malraux est libre, il peut s'embarquer pour la France le 1er novembre. Mais 2 semaines plus tôt, il a fait une rencontre décisive en la personne de Paul Monin, un avocat qui a connu lui aussi une mutation peu commune, puisqu'il est passé de l'ultranationaliste qui se félicitait de l'assassinat de Jaurès et de l'acquittement de son assassin, au défenseur de la légalité républicaine contre les colons et les administrateurs français qui la violent. Celui qu'on appelle l'avocat des indigènes est accusé de propager les idées communistes, comme tous ceux qui dénoncent les inégalités du colonialisme. Grâce à Monin, pendant la dizaine de jours qui précèdent son départ, Malraux, qui a pris conscience de l'inhumanité de la colonisation, va découvrir comment transformer une conscience en action. Mais comme les intellectuels annamites qui l'ont invité au restaurant la veille de son départ, il croit que les maux de la colonisation sont imputables aux colons et à l'administration coloniale, pas à la politique de la France. Pour lui, la décolonisation n'est pas à l'ordre du jour. Arrivé à Marseille le 23 novembre, Malraux a d'emblée annoncé à Clara son projet de retourner en Indochine pour y fonder avec Paul Monin le journal libre dont les annamites ont besoin. Fin février 1925, ils sont à Saigon. Dans le processus d'éclosion de Malraux à la conscience politique, la période qu'il commence, celle des préparatifs du lancement d'un journal, avec les multiples contacts qu'il requiert, cette période est des plus fécondes. Clara et André rencontrent des militants annamites et chinois qui tous témoignent de la pauvreté extrême des paysans et des coulis et de l'humiliation incessante infligée aux Indochinois. Grâce à Monin, ils font la connaissance d'un des plus brillants intellectuels annamites, Nguyen An Minh, qui a lu Flaubert, Renan, mais aussi Platon, Kant, Nietzsche, qui publie un journal intitulé « La cloche fêlée ». Il fait le constat, je cite, que la France, en Indochine, n'applique pas les grands principes qu'elle a elle-même proclamés,
qu'elle impose l'esclavage à un peuple libre qui possédait déjà une civilisation à l'heure où l'habitant du sol français vivait dans des cités lacustres. » Fin de citation. Mais ce diplômé de la faculté de droit de Paris, fervent admirateur de Jaurès, ajoute aussitôt « L'oppression nous vient de la France, mais l'esprit de libération aussi. » Ils font de même la connaissance de Fancho Trin, un militant nationaliste qui, lors du banquet organisé pour fêter le retour de Malraux, non, son propre retour, après une condamnation de 10 ans d'exil en France, déclare, je cite, « qu'on nous accorde la même loi qu'aux Français et nous ne demanderons pas mieux que de vivre sous l'égide de la France. » Je prends cette citation parce qu'elle est importante pour montrer que toute la démarche de Malraux ne va pas être de demander l'indépendance. Il va demander pour les habitants de l'Indochine les mêmes droits que ceux dont bénéficient les Français en France. Malraux, Clara et André découvrent enfin, c'est pas négligeable, pour le financement du futur journal, l'influence réformatrice du républicanisme chinois qui est véhiculé par le Kuomintang, qui est très présent dans la région de Saigon et en particulier dans le quartier chinois qui s'appelle Cholon. Mais il constate également, avant même la création du Parti communiste indochinois, l'influence grandissante de ceux, parmi les indigènes, qui dénoncent le maintien du peuple dans l'ignorance. Il y a une formule qui s'est assez largement répandue. Il y a 10 écoles pour 1000 débits officiels d'opium. Ils dénoncent la barbarie des soldats français et ils rejettent la colonisation. Il y a donc, au moment où on prépare ce journal qui veut accorder les mêmes droits aux Anamites qu'aux Français, il y a donc deux courants qui émergent parmi les nationalistes indochinois. Les écrits du futur Ho Chi Minh, qui a renoncé à réclamer l'égalité des droits entre Français et indigènes, parviennent en Indochine. Ainsi, Clara et André appréhendent la réalité du colonialisme à travers les témoignages de ceux qui veulent le réformer comme de ceux qui veulent le combattre. Ils prennent conscience de cette fracture naissante dans le nationalisme indo-chinois. Les Malraux et Monin, soutenus par le Kuomintang, vont se ranger du côté des réformistes. Ils apportent le soutien à Nguyen An Ninh lorsqu'il relance un mouvement politique baptisé Jeune Annam, ce qui lui vaudra, lorsque Malraux sera parti, son premier emprisonnement. C'est dans ce contexte que paraît, le 17 juin 1925, le premier numéro de l'Indochine, qui porte en sous-titre « Journal quotidien de rapprochement franco-anamite ». On peut être plus clair. On ne remet pas en cause la colonisation. Comme Malraux le confirmera beaucoup plus tard, je cite, « Il s'agit d'obtenir pour les Indochinois les droits des Français et d'abord de faire sérieusement 1789 dans un pays qui ne l'avait pas fait. » Le journal fustige les méfaits du colonialisme. C'est un journal de combat. Tout au long des 49 numéros qui paraissent, le journal dénonce la corruption de l'administration coloniale et des fonctionnaires véreux, la répression de la presse indépendante et la vénalité des journalistes au service du pouvoir colonial, la spoliation des paysans, la pauvreté extrême des indigènes. Malraux se révèle un polémiste redoutable. Son style irrévérencieux, c'est celui des philosophes des Lumières, c'est celui d'Anatole France. Il ridiculise jour après jour les élites coloniales en manifestant un humour corrosif. Le succès du journal est considérable. La réaction est à la mesure du combat engagé. Le 15 août 1925, l'imprimeur annonce que c'est le dernier numéro qu'il imprime. Il a subi les pressions les plus fortes de l'administration, ainsi que tous ses confrères. Malgré ce revers, Malraux continue de croire que la France est capable d'exporter ses valeurs et que les colonies peuvent se développer sur le modèle républicain. Monin et lui décident d'imprimer eux-mêmes un nouveau titre après s'être procuré le matériel d'imprimerie, et lors d'un voyage à Hong Kong, les caractères d'imprimerie rendus introuvables par l'administration coloniale en Indochine, ils vont les acheter à Hong Kong. Le 4 novembre 1925 paraît le premier numéro de l'Indochine enchaîné,
Comme l'écrit Malraux, ce numéro paraît avec des moyens de fortune, imprimé par nous à l'aide d'un matériel de saltimbanque, mais il paraît. Devant ces défauts, nous demandons à nos lecteurs de tenir compte de notre effort. Fin de citation. Pour le propos de la présente communication, qui, je le rappelle, se limite à identifier les étapes d'une prise de conscience, il faut surtout retenir les articles de Malraux signés dans l'Indochine enchaînée. Ils traduisent un passage progressif vers un propos de plus en plus hostile à la colonisation. Dès le premier numéro, Malraux, après avoir dénoncé les malheurs des paysans affamés, lance un appel prophétique. Je cite « Je dis à tous les Français, cette rumeur qui monte de tous les points de la terre d'Annam, cette angoisse qui depuis quelques années réunit les rancœurs et les haines dispersées, peut devenir, si vous n'y prenez garde, le champ d'une terrible moisson. » Deux événements vont mettre fin aux illusions sur les chances de réformer les pratiques coloniales. Les animateurs du journal avaient placé beaucoup d'espoir dans la nomination d'Alexandre Varenne comme gouverneur général de l'Indochine par un gouvernement formé à Paris par le cartel des gauches. Varenne est une personnalité socialiste dont on attend qu'il mette en œuvre ses idéaux et procède aux réformes. Mais lorsqu'il déclara, je cite, « reconnaître aux Annamites le droit d'avoir une presse libre serait prématuré ». La déception suscita la colère du journal dans lequel Monin écrivit « Socialiste hier, aujourd'hui conservateur d'élite parmi les conservateurs de marque. Encore une conversion sous le signe de la piastre. » L'autre événement, c'est l'affaire Bardès. Il faut vous rappeler que dans toutes les colonies françaises, les paysans sont écrasés par des taxes colossales. Mais comme l'a observé Walter Langlois, les impôts versés par les paysans cambodgiens sont les plus onéreux de tout l'empire colonial. Et au sein de l'Indochine, les paysans cambodgiens payent 2 fois plus d'impôts que leurs voisins de Cochinchine, qui était une colonie française. Ajoutons que dans le code pénal cambodgien, rédigé par des Français, le fait de ne pas payer l'impôt était passible de peine de prison. Une disposition qui n'existait pas dans le droit français. C'était sans doute le prix à payer par les Cambodgiens pour être protégés par la France. En 1924, l'administration cambodgienne coloniale impose une nouvelle taxe sur le riz, dont le produit, tenez-vous bien, est destiné à construire un hôtel pour les fonctionnaires français en vacances. Dès le début de 1925, l'agitation se répand dans les campagnes. Les femmes sont très présentes dans les manifestations. Un fonctionnaire provincial s'autorisa à leur dire « Faites-vous prostituer, la taxe doit être payée ». Dans la province de Kampong Chnang, le plus haut fonctionnaire français chargé de la collecte s'appelle Félix Bardès. C'est un personnage rigide, il est arrogant, très imbu de l'autorité que lui confère sa fonction. Le 18 avril 1925, il se rend dans le village de Kreng Liu, où la population s'est rassemblée, bien décidée à faire connaître son mécontentement. Une fois arrivé, Bardès réclame le paiement des taxes et des retards de paiement. Il ne parle pas le khmer, un interprète traduit. La foule gronde, répète sa pauvreté, refuse de payer. Bardès, qui est accompagné d'un milicien armé, fait arrêter 12 hommes et annonce qu'il ne libérera que ceux dont l'épouse aura apporté la somme due. Midi approche, Bardès, devant la foule rassemblée, se fait servir son déjeuner par le cuisinier qui l'accompagne. La tension est extrême. À cette heure la plus chaude, du mois le plus chaud de la saison sèche. Lorsqu'une dame apporte l'argent, Bardès refuse de libérer son mari. Elle s'avance vers celui-ci et Bardès ordonne à son milicien de tirer sur elle. Heureusement, il la manque, mais ce geste provoque la colère de la foule qui massacre Bardès, le milicien et l'interprète. Le cuisinier, lui, parviendra à s'enfuir. Plus de 300 paysans sur un village qui en compte 400 sont arrêtés, 18 personnes sont inculpées. Le procès qui se déroule du 5 au 20 décembre 1925 va fournir à Malraux
l'occasion de devenir un véritable chroniqueur judiciaire. Averti par sa propre expérience des procédés douteux de la justice coloniale, il va consacrer 6 chroniques à ce procès. Il dénonce d'abord la partialité du président. Il dénonce aussi la torture subie par les inculpés, le ridicule des explications fournies par l'administration coloniale qui a tenté d'étouffer l'affaire en attribuant la révolte paysanne à des pirates qui passaient par là. Il ironise sur le peu de confiance qu'on peut accorder aux sténographes et explique le choix des avocats de la défense de leur propre sténographe, dont le compte-rendu est publié dans l'Écho anamite dirigé par un intellectuel anamite indépendant. Il compare avec sarcasme cette relation du procès avec celle qu'on trouve dans les journaux financés par l'administration. Il revient sur les sévices infligés aux inculpés et raille la manière dont l'avocat de la famille Bardès les explique. Il dénonce les irrégularités qui entachent le procès, les mêmes que celles qu'il a subies lui-même, comme par exemple des dossiers de l'instruction soustraits à la défense. Il met en cause la partialité du président du tribunal qui, parmi d'autres preuves de celle-ci, refuse d'enregistrer la plainte d'un des avocats de la défense suite à la tentative d'empoisonnement dont il a été victime. L'affaire Bardès est le second événement capital qui met fin aux espoirs réformistes de Malraux. Même si dans le message qui annonce son retour en France, il continue à se bercer d'illusions en écrivant, je cite, « Le peuple, en France, n'acceptera pas que les douleurs dont vous portez les marques soient infligées en son nom. » On sait ce qu'il en fut. Il faut encore un peu de temps avant que Malraux soit convaincu qu'on ne pouvait mettre fin aux méfaits du colonialisme qu'en mettant fin à la colonisation. Mais l'essentiel s'est produit lorsqu'il s'embarque, désenchanté, le 30 décembre 1925. Il est passé d'abord du dandy indifférent au militant d'une cause, celle de la réforme, dont il a ensuite mesuré l'échec en se heurtant au système colonial. Cette désillusion l'amènera à combattre le colonialisme. Mais l'essentiel se trouve dans ce qu'il a découvert en Indochine. La souffrance des opprimés, la fraternité des révoltés, le rapport au monde de l'homme d'Orient. Malraux est devenu un homme engagé. Daniel Guérin, de retour d'Indochine en 1930, adhère au comité d'amnistie et de défense des Indochinois et des peuples colonisés, animé, cite-t-il, dans la relation qu'il fait de cette adhésion, animé par Francis Jourdain, et il nous apprend dans cette relation qu'en font partie André Malraux, André Violis, Léon Werth et d'autres. En octobre 1933, dans un article sans concession intitulé « SOS », Malraux dénonce des faits d'une violence extrême et les pratiques répressives de la justice coloniale. En 1935, il préface le livre « Indochine SOS » de la journaliste André Violis, où il est largement confirmé, comme Malraux l'avait laissé entendre à la fin d'un article de l'Indochine enchaînée, que le pouvoir colonial ne pouvait se maintenir que par la terreur. Il n'a pas oublié l'Indochine, comme certains l'ont laissé entendre, il y reviendra dans les anti-mémoires et même un peu dans Lazare. Dans ses mémoires, Clara Malraux l'a très bien souligné, je cite, « Pour que le problème de la condition matérielle de l'homme devint le plus important, il nous a fallu le rencontrer comme pris dans le verre grossissant qu'était la condition coloniale. » Ce que Malraux a confirmé dans une lettre à Walter Langlois de 1964, je cite, « que ma position politique ait été nourrie de mon expérience d'Indochine n'est pas douteux. » En 1967, dans un entretien filmé avec Roger Stéphane, il sera encore plus catégorique et plus précis. « Dans ma vie, déclare-t-il, une chose qui a joué un rôle capital, c'est l'Indochine. Je me suis trouvé lié à moi les Indochinois. À ce moment-là, quelque chose a complètement basculé. Ce n'est pas que j'étais d'un autre côté avant. L'autre côté, c'était l'indifférence. Le lien avec, disons pour simplifier, les opprimés est né en ce moment-là. En Indochine, Malraux a découvert l'humiliation. Plus tard, très souvent, il citera cet échange de Nietzsche dans Le Gai Savoir. Qu'y a-t-il pour toi de plus humain? Épargner la honte à quelqu'un. C'est en Indochine que Malraux est devenu Malraux. Merci.